Bonjour Booktube, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rentrée littéraire 2025. Alors ça va pas du tout être quelque chose d'exhaustif, on va être sur notamment les maisons d'édition avec lesquelles je travaille entre grands guillemets, mais en tout cas de là où j'ai reçu des services de presse. Pour la plupart, c'est moi qui ai choisi, d'autres m'ont été envoyés par défaut, entre guillemets, qui étaient envoyés à tous les partenaires. Et donc on va se concentrer là-dessus. Je n'ai absolument pas fait de sélection globale sur la rentrée littéraire parce que c'est pas ce que je lis le plus pour ma part. Donc déjà je me suis concentrée sur ceux que j'ai eu la chance d'avoir en service de presse. Et pour le reste, je verrai au fil de l'eau en fonction de ce que je verrai passer sur Instagram, dans les librairies, etc. S'il y a quelque chose qui me tente davantage, pourquoi pas ensuite craquer pour ma part. Voilà, on commence tout de suite. Alors pour les romans que j'ai déjà reçus, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, puisque cet été j'ai lu aussi d'autres choses beaucoup plus chill et détentes que la rentrée littéraire, j'avoue, mais j'en ai lu la moitié à peu près. Donc pour ceux que je n'ai pas encore lus, je vous les présenterai en vous parlant forcément de la date de parution, en vous lisant la quatrième de couverture, et pour les autres, je vous en parlerai un peu plus en détail avec mon avis, bien évidemment, ça aura plus de sens. On commence tout de suite avec le premier qui est paru, hop, mon PC me fait des mises à jour en même temps, le 13 août, en librairie, donc ça c'est le premier que j'ai qui était sorti, donc chez Fayard, qui est Jour de révolte, donc de Gigi Leung, j'imagine que ça se prononce comme ça. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore lu, donc je vous lis la quatrième de couverture. Hong Kong 2019, une capitale au bord du gouffre regardée par le monde entier. Alors que les manifestations contre le gouvernement font rage, une étudiante se passe de l'eyeliner devant le miroir en bavardant avec sa camarade de chambre. Leur sujet du moment ? Nourriture, vêtements, petits boulots. Réserve d'eau souillée au gaz lacrymogène et téléphone détruit lors d'altercations avec la police. Composé de 10 chapitres entrecroisés autour d'une étudiante du nom de Panda, Jour de révolte brosse les espoirs, les désirs, les hésitations, la colère et la détresse de la société hongkongaise, livrée à la violence des armes et de la politique dans une mégapole rutilante. Une fresque chorale et granulaire sur l'âme d'une ville au bord de la désintégration qui questionne l'héroïsme dans un monde en ton de gris où les smartphones ont remplacé les idéaux. Et donc celui-ci est traduit du chinois Taïwan par Lucie Mode. Voilà. Et donc, à propos de l'auteur, donc Gigi Leung, née en 1995, donc assez jeune, elle a à peu près mon âge, fait partie des plus jeunes auteurs primés de Hong Kong. Son roman Jour de révolte, paru en 2022, a été finaliste du prestigieux Taipei Literary Award. Donc Taipei qui est la capitale de Taïwan. Ah, j'avais pas vu. C'est une épreuve non corrigée en plus que j'ai reçue. Je n'avais même pas fait attention. Ça est écrit en petit en bas. Donc ce roman, en fait, ça c'est Fayard qui m'a contacté en m'envoyant leur catalogue plus ou moins de parution pour la rentrée littéraire et en me disant si un de ces romans ou plusieurs vous tente, n'hésitez pas à me le dire, on vous le fera parvenir. J'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que les thématiques justement elles changeaient par rapport à ce qu'on nous propose en général dans les romans. Là on est complètement en dehors de nos frontières. Moi la Chine, je m'y connais assez peu. Et voilà, j'étais très curieuse d'en apprendre davantage sur le sujet. J'ai lu la première page pour me donner une idée du style d'écriture, c'était complexe ou pas, ça a l'air plutôt abordable. Donc écoutez, je suis quand même très curieuse de le découvrir. Il paraît très gros, mais en fait il fait que... 339 pages. Donc en fait je m'attendais, parce qu'il est vraiment volumineux par rapport à d'autres que j'ai qui sont plus longs là dans la rentrée, et qui font plus petit. Mais voilà, il est volumineux. Donc voilà, 339 pages, écoutez, à voir, encore une fois, je suis curieuse de celui-ci par rapport à d'autres qui étaient plutôt, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Et moi, c'est des thématiques qu'on retrouve souvent dans les romans et que j'avais pas forcément envie de relire en ce moment. Voilà pour le premier. Ensuite, pour le second, cette fois-ci, je l'ai lu. Autrice phare de la rentrée littéraire, notamment dans sa maison d'édition, Albin Michel, qui est paru le 20 août, c'est le Amélie Nothomb, avec Tant mieux, qui est sorti cette année. Alors ce roman-là, c'est un hommage à sa maman, en fait, qui est décédée en 2024, en février 2024, donc l'année dernière, et elle s'était jamais sentie...
elle n'y avait même pas pensé ou ne s'était pas autorisée à écrire sur sa mère et son histoire. Donc comme pour son père, alors celui-ci moi je l'ai pas lu, sur son père c'était mon premier, Amélie Nothomb. Pour son père, où elle a écrit sur lui une fois qu'il était décédé, elle a procédé de la même manière avec sa mère, elle a eu ce besoin d'écrire et de raconter son histoire. Alors au début, moi j'avoue que les premiers chapitres m'ont un peu rebutée, parce qu'on est sur des détails assez... voilà, l'autrice l'avait dit, donc je ne vais pas le cacher, et enfin je peux le dire, c'est pas du tout un spoil. On est sur une scène où la grand-mère oblige la petite fille à manger ce qu'il y a dans son assiette, avec des harengs vinaigrés ou fumés, je ne sais plus, et qui sont voilà, très compliqués à manger pour un enfant, j'imagine. Je ne mange pas ça. Euh, et donc, la petite en vomit et la grand-mère l'oblige à manger son vomi, en fait. Enfin, voilà, c'était plutôt dégoûtant. Il y a une histoire de chat aussi, pareil, qui est assez spéciale avec de la maltraitance envers les chats. Je préfère prévenir euh, pour que les plus sensibles sur le sujet des animaux ne soient pas surpris. Voilà, mais mis à part ça, une fois qu'on continue dans le texte, on est avec quelque chose de extrêmement touchant. Une histoire vraiment très difficile, on a de la maltraitance du coup envers les parents, donc sur la mère d'Amélie Nothomb. Elle ne cache rien, enfin c'est vraiment son histoire brute, biographie, etc. qu'elle livre, avec son ressenti, elle, de fille, hein. Et le roman se divise en deux parties, donc on a la vision à la troisième personne de la mère d'Amélie Nothomb, comment est-ce qu'elle a vécu ces événements-là, comment est-ce qu'elle a rencontré son mari, comment est-ce qu'elle s'est affranchie de certaines choses, etc. Et on a ensuite la vision d'Amélie Nothomb en tant que fille, la vision qu'elle a de sa mère, de la vie qu'elle a eue, etc. Et en fait, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort et extrêmement juste la manière dont elle l'a fait, parce que on entendait la voix d'Amélie Nothomb résonner quand elle parlait pour elle, et c'était pas le cas quand elle parlait pour sa mère. Il y a vraiment deux styles d'écriture extrêmement distincts dans le roman, et j'ai trouvé ça vraiment très très fort et très bien amené. Donc moi en tout cas c'est une belle découverte de l'autrice, malgré les petits points où j'ai été un peu plus sensible on va dire au début. Mais en tout cas je recommande ce livre-là. Peut-être que les fans n'auront pas le même avis que moi encore une fois c'était mon premier, et puis j'en découvrirai certainement d'autres. Ensuite, à nouveau, un roman que j'ai lu qui est paru chez Albin Michel toujours le 20 août, c'est Aucune nuit ne sera noire de Fatou Diom. Ce roman, alors je sais pas c'est le combientième de l'autrice, mais elle en a écrit pas mal, je crois. Celui-ci, on va aller au Sénégal avec Fatou Diom, du coup, forcément. Et en fait, pareil, là, c'est une biographie qu'elle livre plus ou moins autobiographie de sa vie et de la relation qu'elle avait avec son grand-père. Elle en avait parlé lors de la rentrée littéraire Albin Michel sur la conférence qu'il y avait eu. Je pense qu'il est en rediffusion sur YouTube. C'est comme ça que moi je l'avais vu, mais en live. Et elle était très très émue de parler de son grand-père à ce moment-là. Elle avait les larmes qui étaient montées. J'avais trouvé ça très émouvant comme moment. Et donc ici, elle se livre sur ce grand-père, sur cet arrachement à sa terre natale, le fait qu'elle soit immigrée en France, comment est-ce qu'elle vit sa position en France et au pays, et la perception, le poids des choses, etc. qu'il peut y avoir, la perception qu'on peut avoir d'elle dans les deux pays, qui est complètement disparate, et voilà. Un roman que j'ai trouvé très touchant, avec de très beaux messages de vie philosophique, une relation avec des valeurs que lui a donné son grand-père vraiment très belle. Il y a bien évidemment un lien avec ce petit bateau qu'on voit sur la couverture. Il y a une histoire de bateau également dans ce roman, et c'était vraiment une belle histoire. Moi je suis vraiment contente de l'avoir lu. En revanche c'est vrai que je l'ai trouvé un peu long, et il y a énormément de termes et de dialectes en fait africains. Alors je saurais pas vous dire lequel, hein, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Puis je pense que dans un pays, il y a plusieurs langues. Euh, donc il y a énormément de termes qui sont intégrés dans des phrases en fait. Et du coup ça demande énormément de concentration pour comprendre la signification de la phrase en globalité. Enfin, et de se dire ok donc ça veut dire ça. Attends là j'ai trois mots que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Mais vraiment, ça vaut le coup quand même. Mais voilà, sachez que c'est une lecture un peu plus exigeante, par exemple, que le Amélie Nothomb. Mais, euh, mais pour tous les messages véhiculés dedans, enfin, j'ai quand même mis pas mal de post-it, hein,
pour un roman de la rentrée littéraire, on est pas mal. Et du coup, pour tout ça, moi je vous le recommande vivement pour en apprendre davantage sur sa vie, ses sentiments, ce qui l'ont façonné, etc. C'était une très belle histoire. Ensuite, toujours le 20 août, paru chez Albin Michel, est sorti Surchauffe de Nathan Dever. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Pourtant, il me tentait beaucoup, mais les choses ont fait que ça n'a pas été une priorité cet été. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Toc, j'essaye juste de m'en sortir parce qu'elle est sous le petit rabat. Entre un métier envahissant, un mari égoïste et un patron corrompu, Jade est sans cesse à la limite du burn-out. Est-ce pour fuir cette réalité toxique qu'elle accepte de superviser la création d'un palace dans l'archipel indien d'Andaman, un paradis tropical où elle découvre une île inviolée et coupée du monde, habitée par un peuple ancestral dont le nom sonne comme une alerte, les Sentinelles. Et si cette île, dans son mystère, était le miroir inversé de notre monde, lui-même en surchauffe? Dans les liens artificiels qui racontaient la désincarnation du réel, Nathan Dever développe une œuvre à la fois singulière et lucide. En sismographe de la modernité, il se confronte ici aux questions brûlantes de notre temps en décryptant les symptômes du nouveau mal du siècle. Effectivement, du coup, moi, c'est pour ça que je l'avais demandé, celui-ci, pour le coup, c'est moi, parce que cette thématique du burn-out m'intéresse et m'interpelle, donc j'étais curieuse de découvrir et je le suis toujours. Ce sera fait, j'espère, rapidement. Ensuite, on continue avec Albin Michel et tous les romans chez Albin étaient apparaître le 20 août, en tout cas de ceux que moi j'ai reçus. Ensuite, il y a Combustion de François Gaget. J'imagine que ça se prononce comme ça. Alors là, pareil, il faut que j'enlève le petit rabat pour vous lire la 4e de couve. Celui-ci, c'est la maison d'édition qui nous l'a envoyé parce qu'elle croyait beaucoup en ce roman. Alors, octobre 2023, la centrale nucléaire de Flamanville explose. Au même moment, sur le sentier des douaniers, Paul, banquier d'affaires sur le déclin, randonne avec 2 amis qui voient en lui un mentor. Pris au piège de la zone contaminée, les 3 hommes, hantés par leur passé et d'impossibles regrets, sont contraints d'entamer une marche épuisante pour leur survie. À travers leur destin croisé, ressurgissent leurs illusions, les êtres qu'ils ont aimés et les contradictions du désir. De son écriture immersive, François Gaget brosse le portrait satirique et tendre d'un monde désorienté où les élites se consument. Qui sommes-nous face à l'effondrement? Un premier roman bouleversant où se dévoile la vérité nue des hommes. Voilà, donc je suis quand même très curieuse, même si c'est pas moi qui l'ai demandé, je suis très curieuse de le découvrir. Et voilà, alors c'est vrai que je vous ai pas donné le nombre de pages à chaque fois, bon, c'est pas très grave je pense, hein. Vous pouvez les trouver sur internet du style Amazon très simplement, je trouve qu'Amazon est assez fiable pour ça. Mais donc voilà, celui-ci c'est un des plus longs je pense que j'ai reçu de la rentrée. Voilà. Ensuite, le dernier de chez Albin Michel que j'ai reçu, c'est Finistère de Anne Berest. Et alors là, on avait eu des petits goodies avec. C'est une belle réception, en plus on l'a reçu dédicacé celui-ci. Et il y a plein de cartes, en fait, j'imagine, de photos, de souvenirs, de famille, etc. de l'autrice. Je vais vous lire la 4e. Hop. Celui-ci me tente énormément. Je pense que je vais le lire sous peu, pour le coup. En 2021, juste après la publication de la carte postale, j'ai appris que mon père était atteint d'une grave maladie. Alors que je me rapprochais de cet homme énigmatique, scientifique, silencieux, j'ai entrepris de remonter le fil de ma lignée paternelle bretonne. Je retrace ici la grande histoire d'amour de mes parents, les tensions entre la province et Paris, les premiers combats des agriculteurs du Finistère, la fougue et la beauté de la jeunesse résistante. J'ai cherché à savoir ce que nous transmettent nos ancêtres et comment nous en affranchir. En creux, j'ai voulu m'approcher du mystère de Pierre, mon père. Donc ça, c'est un extrait du roman, j'imagine, parce que tout est entre guillemets. Donc celui-ci, je suis très très curieuse de découvrir vraiment, et j'ai beaucoup lu les premières pages pour me donner un peu une idée du style d'écriture, et celui-ci me tente vraiment bien. Voilà pour Albin Michel. Ensuite, on continue avec un roman, cette fois-ci paru le 21 août et on change de maison d'édition. C'est chez Alary Éditions que j'ai lu Le concours de pêche de Loris Chavanette. Alors ce roman-là, moi je l'ai lu pendant mes vacances, ce qui était hyper propice parce que ce cadre de pêche avec la mer, etc., c'était juste parfait. Moi je l'ai lu au bord de la plage et à bord d'un bateau, donc comment vous dire que je ne pouvais pas faire mieux.
Ce roman, j'ai beaucoup aimé et je pense au final que c'est mon préféré parmi ceux que j'ai lus de la rentrée littéraire. Je m'attendais à rien en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais été à la soirée de lancement avec la maison d'édition et c'est comme ça que j'avais eu le roman et que je l'ai découvert. En fait, c'était la maison d'édition qui m'en avait parlé. Et ça m'avait beaucoup intrigué cet événement-là. Moi, je suis pas du tout une amatrice de pêche, j'y connais vraiment pas grand-chose. Et voilà, enfin, c'était pas une thématique qui m'aurait attirée de prime abord. Et au final, en fait, on va rencontrer beaucoup plus de choses et d'éléments dans ce roman-là que la pêche, même si c'est évidemment central. Alors, on fait la rencontre d'un homme qui est en pleine rupture amoureuse, déception, etc. Il est chez sa mère, il va pas bien, il se pose mille questions, et d'un coup, il se dit, bon, bah, je vais retourner chez mon père à Sète sur ces traces-là de mon passé, de mes racines. Et puis là-bas, il va faire la rencontre de pêcheurs, avec un concours de pêche, avec plein de choses. Et j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail sur les thématiques, mais voilà, il va faire la rencontre d'un vieux monsieur. Et là, pareil, c'est en fait, je trouve, un roman pour tout le monde, qui est plein d'humanité, de sensibilité, sur les liens entre les personnes, ce que les gens peuvent nous apporter en termes de construction, etc., de construction personnelle. Et j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très beau. À lire, je trouve parfaitement pour l'été. Donc là, malheureusement, bon, il paraît pour la rentrée littéraire, donc forcément, c'était le 21 août, donc fin août. Mais n'hésitez pas justement pour garder cette petite air de vacances, de fraîcheur, de bien-être de l'été. Je trouve qu'il a un côté très poétique, très apaisant, en fait, ce roman. Et même s'il y a plein de messages dedans, je l'ai trouvé, mais vraiment sans prise de tête, dans le sens où il apaise. Vraiment, si j'avais un mot pour décrire ce roman-là, ce serait celui-ci. Voilà pour ce roman. Ensuite, on continue avec un roman qui est dans la rentrée littéraire. Ça a été classé par la maison d'édition pour moi dans le catalogue de la rentrée littéraire, donc je vous le présente comme tel, même si pour beaucoup, ça va peut-être en hérisser les poils de certains. C'est La femme du serial killer. C'est un thriller domestique, on est dans du polar, donc peut-être que pour certains, ça n'a rien à faire dans la rentrée littéraire, mais la maison d'édition l'a classé comme ça, donc je me vois pas le mettre ailleurs, en fait, et l'exclure de ça. Donc celui-ci, il est paru le 21 août, je l'ai lu bien avant sa sortie parce qu'on avait reçu les épreuves non corrigées en... Je crois que c'était même au mois de mai. On les a reçues vraiment très tôt et moi j'ai dû le lire en juin ou début juillet. Non, c'était au mois de juin, je l'ai pas lu cet été. Donc voilà, ce thriller domestique, il est parfait pour tous les fans du genre. Alors pour avoir lu La femme de ménage cet été, je peux vous faire le comparatif. Je pense que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Pas que j'ai pas aimé La femme de ménage, mais je trouve qu'on va un peu au-delà, entre guillemets, en termes d'écriture, de construction, etc. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Bess et Tom, un couple à la base très lambda. Elle a une pâtisserie, lui, il travaille, alors je sais plus ce qu'il fait, mais c'est un travail de bureau, voilà, pareil, assez lambda. Et en fait, un jour, elle attend que son mari rentre à la maison, et puis au moment où il rentre, en fait, il se fait arrêter, la police l'attend, elle ne sait absolument pas pourquoi, ce qui se passe, etc. Et donc, il finit en garde à vue. Et les policiers essayent de rassurer Bess. Lui, pareil, le mari lui dit « T'inquiète pas, c'est une erreur, tout va rapidement s'expliquer, je reviens ». Il y a leur petite fille à la maison qui, pareil, ne comprend pas. Et puis il s'avère que son mari, les jours passent et se ressemblent et il ne sort toujours pas. Elle finit par aller le voir en prison et puis peu à peu, elle va apprendre certaines choses qui se sont passées. Et découvrir un envers du décor qu'elle connaissait pas a priori. Voilà, je dis a priori parce qu'on est sur la femme du serial killer et en petite phrase d'accroche sur la couverture, on a « Ils disent que c'est un monstre ». Ils disent aussi qu'elle savait tout. Et c'est la grande question, la femme était-elle au courant de ce que faisait son mari et qu'il avait un nombre de choses très moches à son actif assez important. Voilà, donc ce roman-là, moi il m'a tenu en haleine, il était page-turner, les chapitres sont courts, addictifs, il remplit absolument toutes les catégories du genre qu'on aime. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai passé un très bon moment. Et il y a plein de choses qui gravitent
autour de ce roman-là. Il y a une partie, j'avoue, je l'avais deviné, une autre moins. Donc je suis assez curieuse de voir les retours de tout le monde et de découvrir la suite. Parce que apparemment il y a une suite qui sont à paraître. Alors on l'a pas, puis du coup j'ai pas mon épreuve non corrigée sous la main là. Mais il y a le tome 2, donc la fille et la sœur. Je sais pas du tout quand est-ce qu'ils sont à paraître. Là je l'ai pas en tête en tout cas. Voilà. Ensuite, j'ai lu Bahari Bora de Steve Hagans, publié chez les éditions Récamier. Cette fois, il est sorti toujours le 21 août. Alors, ce roman-là, pour moi, ça a été très compliqué. Déjà, la maison d'édition Récamier, c'est une de mes maisons d'édition chouchou. Donc, c'est très compliqué pour moi, là, d'avoir... j'ai mon cœur qui est séparé en deux, parce que j'ai fait le choix ensuite de ne pas le chroniquer sur Instagram, celui-ci, parce que c'est trop difficile pour moi, parce que c'est un sujet qui m'a dévastée, en fait, qui m'a vraiment... qui m'a retournée, mais de plein de façons. J'en parlerai pas trop là dans cette vidéo-là. De toute façon, vous pouvez retrouver dans mes vlogs, hein. J'en ai par contre parlé très sincèrement dans mes vlogs. La plume était belle, le sujet était trop dur pour moi, la manière d'expliquer les choses était pourtant assez pudique, mais beaucoup trop dure, beaucoup trop explicite en même temps. Enfin, je vous dis tout et son contraire, hein. Mais pour moi, c'était trop. Enfin voilà, il y a des scènes de viol d'enfants qui, moi, ont été impossibles à lire. Voilà. Donc voilà, on est sur quelque chose où l'auteur, déjà il est hyper jeune, il a 2 ans de moins que moi je crois, donc il doit avoir 26 ans. Donc une plume hyper aboutie pour son âge, un récit et un texte qui a un poids énorme, qui doit être dit, ça j'ai aucun doute là-dessus. Donc si vous voulez en apprendre plus là-dessus, donc c'est des crimes de guerre en fait qui ont été commis en 2018, c'est ça, en République démocratique du Congo. Et voilà, enfin il y a plein de choses. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Sachez que voilà, c'est pour un public, moi je trouve très averti. Je ne vois que d'excellents retours sur Instagram dessus. Donc écoutez, j'ai peut-être été la plus sensible de l'histoire, je ne sais pas. Moi, c'est même pas que c'est un mauvais retour, c'est que j'étais pas, je ne pouvais pas lire ça, j'étais pas le bon public. Je l'ai terminé quand même, mais voilà, ça a été une lecture bien trop compliquée pour moi. Mais le sujet est important, donc si vous avez le cœur accroché et que vous êtes moins sensible que moi, n'hésitez pas à le lire parce que c'est important de découvrir ce qui se passe pour certaines femmes, pour certaines jeunes filles dans certains pays et qu'il y a des choses atroces qui sont commises, notamment là, au Congo, mais pas que. Voilà. Ensuite, j'ai lu Crash le soleil, donc je l'ai terminé hier, donc c'est très drôle de vous en parler aujourd'hui, de Camille Goudot, publié chez Michel Lafon. Il sort aujourd'hui, le 28 août, au moment où je tourne cette vidéo. Alors, ce roman... on va suivre 2 personnages, Éléonore et Félix. Éléonore, c'est une jeune femme qui sort d'une relation extrêmement toxique avec un compagnon qui a été violent, mais elle a toujours plein de choses au niveau de lui qui vivotent autour d'elle, et il la laisse pas vraiment en paix. Elle est pour sa part hôtesse d'accueil au ministère, c'est important parce qu'il y a pas mal de scènes autour de ça, il y a une vraie explication de qu'est-ce qui se passe au ministère, comment sont perçues les hôtesses d'accueil, comment est-ce que ça fonctionne, que ce soit au niveau de la rémunération, etc. Et quels sont un peu les sous-fifres. Et ensuite, Félix, lui, il est restaurateur. Il travaille à la Panthère Vénère, donc comme on peut le voir sur la couverture, je ne sais pas si vous pourrez le lire là, mais il y a vraiment la devanture du restaurant typiquement parisien avec le nom du restaurant, pardon. Et donc, lui, il est restaurateur et il est surtout handicapé visuel. Il est malvoyant et non pas non-voyant. Désolée pour le bruit, en fait, il m'a perturbé en même temps. Et donc, on va rencontrer ces 2 personnages-là. Bien évidemment, il y a un moment donné où ça va se lier, un contexte, etc. Il y a une grosse partie sur le street art, mais je sais plus trop à quel moment en fait ça intervient dans le roman, donc je veux pas trop en parler pour pas spoiler si jamais, mais sachez que c'est quelque chose qui est important dans le roman. J'ai beaucoup aimé cette histoire, notamment par les thématiques. Il y a une gronde sociale, vraiment un contexte social qui est très tendu, qui est très compliqué et qui est hyper important dans le récit. J'avouerai que voilà, moi je me suis pas trop attachée au personnage, mais je pense à cause de dû à la plume de l'autrice.
Et malheureusement, c'est ce qui a fait que j'ai été assez extérieure à l'histoire. Ça arrive, mais pourtant c'était des thématiques qui me tentaient énormément. Donc si c'est le cas pour vous aussi, bah n'hésitez pas à tenter, on n'est pas tous sensibles à la même chose. Il est pas mal écrit du tout, c'était juste moi une plume que j'ai trouvé moins fluide, en tout cas qui m'a moins embarquée que ce que ça aurait pu être. Parce que des phrases entrecoupées, enfin une manière de monter les phrases, enfin de construire les phrases qui étaient moins fluides pour moi. Voilà pour celui-ci, mais en tout cas, n'hésitez pas à le découvrir. Pareil, je crois que alors, j'ai vu assez peu de retours, mais ceux que j'ai vus étaient plutôt bons. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Voilà. Ensuite, alors celui-ci, je ne l'ai pas encore reçu, c'est le seul, toujours chez Michel Lafon, qui est paru également aujourd'hui le 28 août. C'est La vie selon Zoé. Et là, j'ai pas très bien fait mon boulot, je vous demande une seconde. Donc là, du coup, je vais vous lire le résumé sur l'ordinateur, vu que je n'ai absolument pas le livre, ni de papier presse, du coup, sous la main. Alors, du coup, La vie selon Zoé, pardon. Certaines amitiés jaillissent tel un coup de foudre dans une déflagration ravageuse, qui emporte tout sur son passage. Des amitiés qui tiennent de l'idéal. La rencontre entre Zoé et elle a jailli. Zoé, c'est l'éclat et l'excès, l'éloquence et l'abîme, une présence qui défie l'ordinaire et sublime chaque instant. La narratrice et elle vivent une amitié où le temps se suspend. Un lien d'une intensité sauvage où l'admiration côtoie l'effroi, où elle donne sans compter jusqu'au vertige. Mais voilà, l'impérieuse Zoé est trop grande, trop intense, pour ceux qui l'aiment comme pour la vie. L'aimer, c'est avancer au bord du vide, sans savoir si elle offrira des ailes ou précipitera la chute. Dans une écriture sonore, à la musicalité italienne, Eleonora Galasso souffle l'urgence de vivre. Elle nous prend par la main et nous entraîne dans cette traversée vertigineuse où la joie et le deuil s'entrelacent, en nous emmenant avec elle dans cette aventure douloureuse, autant qu'universelle. Accompagner un être vers sa fin, avec la vie qui continue à côté. Voilà, donc ce roman-là, moi, me tentait pas mal, donc je l'avais demandé dans le catalogue Michel Lafon. Il a été expédié ce matin, donc je le recevrai à mon avis fin de semaine ou fin de semaine. On est déjà jeudi, donc plutôt semaine prochaine. Et je le lirai assez rapidement parce que du coup, il y aura un événement autour de ce roman-là. Voilà pour celui-ci. Et enfin pour le dernier que j'ai lu, mais qui est le premier, je crois que j'ai lu donc de la rentrée littéraire il y a un bout de temps, vraiment. Donc là, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je m'en souviens, je sais que j'ai aimé. Mais alors pour les événements, etc., j'ai besoin de me remettre un peu ça au frais comme vous. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et pour ne pas vous spoiler en fait, parce que je me souviens de l'histoire, mais alors comment c'est agencé, etc. Voilà, mais sachez que je l'ai bien aimé. Celui-ci, il est à paraître, il n'est pas encore sorti le 4 septembre, et c'est La route de Wakale de Solène Honorine, et donc je vous lis la 4e de couverture. Alix, sur un coup de tête, s'est engagée à Médecins sans frontières. Sa vie de couple et son job d'ingénieur des eaux la menaient dans une impasse. Elle est envoyée au nord Kivu, à l'est du Rwanda, où vivent des milliers de réfugiés, en liaison avec les Nations Unies et les leaders communautaires. Le travail humanitaire commence aussitôt. Installation de pompes, gestion d'une épidémie de choléra. Premiers espoirs, premiers déboires. Première mission sans cesse compromise par les tensions intertechniques. Non, c'est pas ça. Interethniques, pas du tout. Les tensions interethniques et les actes de délinquance. Alix doit naviguer entre les réalités du terrain, les attentes de ses collègues, le bon vouloir de l'administrateur territorial et les intérêts du Major Mars, un ancien chef de guerre qui attend son heure. Au moment de renouveler son contrat, des questions surgissent. Son attachement est-il désintéressé? Comment rester neutre lorsqu'on est témoin d'exactions? Pourquoi soigner des bandits aux mains couvertes de sang? Une rencontre va tout changer et la révéler à elle-même. Loin du fantasme héroïque du fardeau de l'homme blanc, la route de Wakale offre une immersion saisissante parmi cette bande d'humains dont personne n'avait raconté sans cliché le travail au jour le jour, les pieds dans la merde et la tête dans les étoiles. Solène Honorine a été correspondante de presse pendant 10 ans en Asie du Sud-Est et en Afrique du Sud, puis chargée de communication pour MSF dans 11 pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti. La route de Wakale est son premier roman et c'est un très bon roman. Je sais que j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice et en plus il est hyper agréable à lire en fait pour le coup parce que c'est pas le cas pour tous mais là je trouve que
enfin la grosseur, etc. de comment c'était écrit. Par contre, il n'y a pas de saut de page dans les chapitres, ça c'était un peu dommage. Mais les chapitres restent courts, il était hyper fluide, hyper agréable, c'est une histoire très touchante. Moi, Médecins sans frontières, j'ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur cette branche, on va dire, de médecins, qui était touchante, intéressante, un dévouement aux gens, en fait, qui est plutôt très beau à lire et à constater. Et quand on sait que l'autrice, du coup, a eu énormément de liens avec eux, elle s'est fortement documentée sur le sujet et c'est hyper intéressant. J'en avais discuté avec une nana de chez Pocket qui l'avait déjà lu. Parce que du coup forcément, il y a plein de choses entre les maisons d'édition, vous en doutez bien, où chacun s'échange les manuscrits, etc. Et elle me disait que ça avait été un de ses gros coups de cœur de la rentrée littéraire là, et qu'elle était très émue par ce roman-là, et je suis d'accord avec elle. Il a été très très bien. Et voilà. Enfin, de toute façon, ma chronique, je l'ai toujours pas écrite, et ça m'énerve parce qu'en fait, du coup, mes souvenirs sont pas hyper frais parce que j'ai dû le lire début juillet, fin juin, et je me rends compte qu'en fait, j'ai lu presque 40 livres depuis, quoi. Donc voilà, désolée pour ma mémoire qui flanche, mais il était bien, vraiment. Celui-ci, j'en ai un bon souvenir, et puis, comme vous savez, hein, je dis tout ce que je pense sur les romans, que ça plaise ou pas, parfois, mais c'est comme ça. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, elle n'est pas exhaustive du tout. Il y a 4 maisons d'édition qui sont représentées, 1, 2, 3... Ah oui, parce que du coup c'est pas rangé par maison d'édition. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 je crois. L'Archipel, Michel Lafon, Récamier, Alary, Albin et Fayard. Donc il y a 6 maisons d'édition, c'est infime par rapport à tout ce qui est à paraître là pour la rentrée littéraire. Je vous présente seulement ceux que moi j'ai reçus, ceux où j'ai des informations à vous communiquer. Les autres, malheureusement, j'ai pas du tout effet exhaustif. Encore une fois, la rentrée littéraire, moi, c'est pas mon genre de prédilection, donc je ne me prévaux pas comme quelqu'un de très instruit, avec énormément de connaissances sur le sujet ou quoi. Pas du tout. Donc voilà, moi je vous présente ceux que j'ai reçus, ceux que j'ai lus notamment. Et puis on se retrouve en vlog pour que je vous donne mes avis sur ceux que là j'ai pas encore lus pour le moment. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si certains de ces romans que je vous ai présentés vous tentent, et bien évidemment, s'il y en a d'autres que j'ai pas présentés et qui vous font de l'œil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que vous avez repéré. Voilà, je vous laisse là, merci encore, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!